C'est l'heure de votre émission Le Débrief. Merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. 6 militants et cadres du Front populaire ivoirien, le FPI, ont atterri vendredi 30 avril à l'aéroport d'Abidjan après 10 années d'exil au Ghana. Un retour salué par toute la classe politique ivoirienne ainsi que la communauté internationale. Le retour de ces exilés précède celui tant attendu de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé après leur acquittement le 31 mars dernier par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant cette crise post-électorale 2010-2011. Le retour de ces exilés, une première étape vers la réconciliation. Quel avenir pour ces cadres politiques rentrés en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En République démocratique du Congo, les mouvements de protestation contre la MONUSCO ne faiblissent pas. Depuis plus de 3 semaines, les habitants du Nord Kivu multiplient les manifestations pour demander le départ des casques bleus accusés de laxisme face aux attaques à répétition dans le pays. Et cela fait 21 ans que la MONUSCO est déployée en République démocratique du Congo avec près de 14 000 casques bleus et un budget annuel de plus d'1 milliard de dollars. Il s'agit de la plus importante mission de l'ONU dans le monde. Le président congolais Félix Tshisekedi appelle évidemment à un retour au calme dans cette partie du pays. Quelle alternative à la mission de l'ONU en République démocratique du Congo? Pourquoi la MONUSCO est-elle pointée du doigt? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Mamadou Diouf, consultant pour le bureau de crise du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Vous êtes un ancien membre évidemment de la MONUSCO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions également Famara Sané, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci. La Côte d'Ivoire, le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara déclarait « La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens ». Ce sont là évidemment les mots du président Alassane Ouattara. Des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont sa sœur cadette Jeannette Koudou, sont entrés en Côte d'Ivoire après 10 années d'exil au Ghana. La réconciliation tant voulue par le président Alassane Ouattara est-elle sur la bonne voie? Merci. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Medi TV et vous dire que c'est une découverte pour moi. Je vous suis à travers le canal Horizon, mais je ne savais pas que c'est la télé à une antenne à Dakar. Et donc, comme vous le dites, la situation en Afrique est marquée par une instabilité récurrente, particulièrement dans la sous-région ouest africaine. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis près d'une vingtaine d'années, 2 décennies, est une situation qui ne permet pas aux États de pouvoir évoluer tranquillement vers l'amorce du développement. Même si nous savons que c'est, considérant les pays africains, la Côte d'Ivoire est considérée et regardée comme un pays en voie de développement, un pays émergent. Mais cette instabilité a beaucoup vraiment freiné l'élan de la Côte d'Ivoire. Alors, si par exemple on voit que les difficultés qu'on a rencontrées durant ces 2 décennies sont en train d'être... on est sur la bonne voie avec le retour des exilés, je pense que ça c'est un acte à saluer. Maintenant, il reste à pérenniser des actions qu'ils ont entreprises. Acte à saluer, Monsieur Diouf, vous êtes dans cette logique également en ce qui concerne évidemment les initiatives prises par le président Alassane Ouattara pour faciliter le retour de ces exilés et en l'occurrence son processus de réconciliation de paix en Côte d'Ivoire. Oui, je suis tout à fait dans la même dynamique, dans le même ordre d'idée que M. Sané, mais je pense qu'il faudrait quand même faire un petit retour en arrière et dire que cette réconciliation a été, disons, entamée, ou alors le processus en tant que tel a été entamé en 2011-2012, juste après les premiers événements de Côte d'Ivoire. Ouattara, quand il a eu le pouvoir, donc il a créé une commission paix et vérité, dialogue, paix et vérité, vérité et réconciliation. Mais personnellement, j'ai suivi, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup de tergiversations, beaucoup de tâtonnements dans le processus. Parce qu'après cette commission, M. Sané certainement va confirmer, il y a eu une autre commission qui a été créée. La première commission a été présidée par Charles-Henri Konan Banny, si vous vous rappelez.
elle a fait flop, hein, ça il faut le dire tout de suite, il n'y a eu aucun résultat. La deuxième commission qui s'appelait, c'est le même acronyme, mais ils ont ajouté indemnisation. Celle-là, je crois qu'elle a été créée en 2015, elle n'a abouti à rien non plus. Donc, et récemment, si vous suivez l'actualité, évidemment vous le faites, il y a eu un ministre nommé pour la réconciliation. Justement. Donc, le processus en tant que tel, il est assez chaotique à mon avis. Ça dénote peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est un manque de volonté politique, mais ça dénote dans tous les cas quelqu'un qui, enfin, un président de la République qui se cherche dans ce qu'il fait. Parce que on a parlé de 2 commissions, maintenant on est à un ministre qui est chargé de la réconciliation. Oui, il y a un ministère hein, justement chargé de la réconciliation. Mais au vu de ce que vous venez de dire, Monsieur Diouf, est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter quand on sait que les précédents n'ont pas marché, n'ont pas apporté justement les résultats escomptés? Personnellement, je m'inquiète. Il faut le dire tout de suite. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, si vous avez suivi la dernière élection présidentielle, les événements pré-élection d'abord, il y a eu beaucoup d'incidents de sécurité. Après l'élection, il y a eu ce même genre d'incidents qu'on a eu pendant les fameux événements de 2011. Oui, on a assisté à de nombreux morts et des manifestations un peu partout dans le pays. Ça veut dire que quelque part, dans le fond, la réconciliation, on la clame, mais dans le cœur et dans les esprits des Ivoiriens, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que... Beaucoup à faire justement en ce qui concerne cette réconciliation voulue par le président Alassane Ouattara. Monsieur Sané, en quoi le retour de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo aura un effet multiplicateur dans le sens d'apaiser les cœurs sur le projet tant voulu par le président Alassane Ouattara? Oui, pour revenir un peu sur ce qu'il vient de dire, surtout sur la réconciliation, vous savez, comme il l'a dit, hein, parce que Ouattara, on ne sait pas au fait qu'est-ce qu'il veut. Parce que réellement, peut-être que avec... qu'est-ce qu'il veut? Il a clairement montré. Il veut évidemment qu'une Côte d'Ivoire unie et indivisible. On a mis en place une commission en 2011-2012, mais qu'on n'a pas permis au président de la BCEAO de pouvoir faire son travail sérieusement. Alors il était un peu bloqué dans son travail. Peut-être que lui aussi, il a des ambitions, peut-être présidentielles. On l'a soupçonné d'avoir des ambitions présidentielles. Alors, comme le jeu politique était là, il fallait vraiment l'amener à échouer dans sa démarche. Et également, même avec la deuxième commission, elle est tâtonnante et hésitante. Donc, la situation en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on ne sait pas. La troisième, elle rassure un petit peu, même si évidemment Monsieur Diouf est un petit peu sceptique, mais elle rassure. Il y a eu des multiplications de consultations, des rencontres entre la classe politique ivoirienne, en l'occurrence celle de l'opposition, le parti au pouvoir, pour essayer justement de trouver des solutions rapides pour faciliter justement ce processus de réconciliation. Non, vous savez, dans cette situation, on ne peut pas trouver des solutions rapides. Les solutions s'inscrivent dans la durabilité et également, prenez ce qui s'est passé au Rwanda ou bien en Afrique du Sud, il faut savoir accepter l'autre qu'on a eu à rejeter à un moment donné, mais également évoluer vers le pardon. Donc ça s'inscrit dans la durabilité. Et également avoir 2 objectifs politiques, comme vous l'avez dit, c'est un manque de volonté politique. Si vous voulez vous pérenniser au pouvoir, donc vous empêchez les autres d'évoluer également. Chacun a une ambition. Chacun peut avoir des ambitions politiques. Donc, dans une situation de crise, il va falloir passer à des renonciations à certaines positions. Donc, c'est ce qui ne se passe pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Revenons sur le retour possible et annoncé évidemment de Laurent Gbagbo. Je réitère ma question. En quoi justement ce retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo va un petit peu apaiser les cœurs? Non, ce retour est fondamental parce que dans la mesure, ce sont des véritables acteurs. Ils sont au devant de la scène. Ils sont à la base et au développement et à la fin de ces manifestations. Donc, le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourrait vraiment apaiser les cœurs par rapport à leurs proches, à leurs militants, mais également apaiser un peu la situation politique, la tension au niveau national. La réconciliation nationale, M. Diouf, repose-t-elle sur Laurent Gbagbo aujourd'hui?
Oui, en partie, parce qu'il y a beaucoup de protagonistes dans cette crise-là. Hein. Laurent Gbagbo, il a clamé, je pense que dans les médias, tout le monde a suivi, il a appelé à l'unité des Ivoiriens. Charles Blé Goudé a fait la même chose. Sur France 24, je pense, il a fait la même chose. Et il a même demandé pardon aux Ivoiriens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous avez un troisième larron, Guillaume Soro. Alors, Soro, c'est un peu une énigme. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Gbagbo, Ouattara et Blé Goudé. Vous avez aussi Charles Konan-Banné à côté. Oui, évidemment, mais la réconciliation, M. Diouf, elle se fera étape par étape. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Demain, ça peut être évidemment Soro. De toutes les façons, le chef de l'État, Alassane Ouattara, ne ferme pas la porte, a-t-il dit. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Possible demain de voir évidemment Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, M. Diouf. Oui, on le souhaite. On le souhaite. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour que le tableau soit complet, il faut qu'on prenne en... Oui, évidemment, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je vous suis parfaitement, M. Diouf. Et peut-être il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut peut-être prendre en compte, parce qu'il ne faut pas que ça soit un arrangement entre politiciens. Si c'est un arrangement entre politiciens au-dessus, disons, sans prendre compte de l'intérêt général, l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt de ceux-là qui ont été touchés dans leur chair, je pense que ça n'ira nulle part. Et ce qui s'est passé lors des élections présidentielles, les dernières, le montre à suffisance. Les plaies sont encore là. Revenons sur évidemment, ce retour des exilés politiques, en l'occurrence ceux du FPI, le Front populaire ivoirien. 10 au total qui ont regagné le sol ivoirien le 30 avril dernier. Qu'est-ce que ce retour vous inspire? Ça inspire une atmosphère de paix et de sécurité qui commence à s'installer, particulièrement avec le retour de certains politiques, mais surtout le retour des militaires qui sont encore... Il y a des gens qui ont eu à commettre beaucoup de crimes et qui sont peut-être dans les différents villages du Ghana et des pays environnants et qui doivent revenir. Et on les connaît, particulièrement on les connaît, donc il faut permettre à tous ces gens de revenir et d'aller vers un pardon total. Un pardon total. Peut-être on va essayer de travailler dans la logique de mettre un peu de dose de justice, mais il faut vraiment aboutir à un véritable pardon. Un véritable pardon, un pardon, on va dire, total, absolu en Côte d'Ivoire. 10 années d'exil. Est-ce que 10 années d'exil, M. Diouf, va subitement et automatiquement effacer justement ses plaies en Côte d'Ivoire? N'oublions pas, le pays a été victime, comme vous l'avez souligné, de cette crise post-électorale. La fracture sociale, elle est toujours en Côte d'Ivoire. 10 années d'exil pour apaiser les cœurs, c'est possible? Il faut du travail. Je pense que l'intention est louable, elle est bonne. Mais il faut du travail. Il faut du travail au-delà des hommes politiques ivoiriens en tant que tel pris tout seul. Vous voyez? Parce que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, M. Sané certainement va en parler, elle tourne autour de 3 personnes, Bédié, Gbagbo, Ouattara. Et entre les 3, il y a toujours eu ce sentiment, des fois ils sont ensemble, des fois ils se trahissent. Des fois Gbagbo est avec Bédié. Ouais, c'est la formule « je t'aime, moi non plus ». Exactement. Voilà. Donc, si on doit travailler sur la réconciliation nationale en se basant sur ce triumvirat-là uniquement, ça fera long feu rapidement. Alors, ce retour a été rendu possible par des négociations entre les gouvernements ivoiriens et ghanéens, chapeautés par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Comment analysez-vous le rôle extérieur de ces éléments-là dans le processus de paix en Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est le rôle même de la sagesse africaine. Quelque part, quand vous n'êtes pas dans la mesure de trouver la voie idéale, il faut peut-être faire appel à une tierce personne. Et là, donc, dans le cadre de la cohabitation et du partage des frontières, de la sous-région, mais également les Nations Unies à travers le Haut Commissariat des Nations Unies, donc c'est leur mission
Donc, s'il y a des tierces personnes qui peuvent faciliter le travail, il faut le faire. Mais je pense que jusqu'à présent, il risque d'avoir un blocage, comme il vient de le dire. À quel niveau? C'est le cas de Soro. Parce que n'oubliez pas que tout cet imbroglio est dû à Soro. C'est quand ça n'allait pas avec la politique, l'idéologie de l'ivoirité, c'est lui qui s'est replié pour aller dans les régions frontalières. Non, le cas Soro, un dossier sensible? Non, le cas Soro est un dossier sensible. Et voilà quelqu'un qui parfois il collabore avec Gbagbo et parfois il collabore avec Ouattara, mais aujourd'hui c'est l'ennemi juré de Ouattara, donc, mais il est un peu proche de Gbagbo. On va revenir sur le cas Guillaume Soro tout au long de cette émission. Monsieur Sané, alors le retour des exilés coïncide avec la libération d'une centaine de personnes que l'opposition appelait des prisonniers politiques incarcérés pour leur rôle présumé dans les violences liées à la dernière présidentielle. Ces gestes d'apaisement doivent avoir un effet multiplicateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On doit les multiplier? En principe, non seulement on doit les multiplier, mais aussi, comme vous l'avez dit, ça devrait avoir un effet, disons, multiplicateur sur le processus en tant que tel. Mais encore une fois, je pense que c'est un travail de longue haleine. M. Sané l'a dit dans son intervention. Réinstaurer la paix en Côte d'Ivoire, ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'exactions de commises. Et le rôle, par exemple, du HCR du Ghana en tant que voisin, ça aussi c'est à saluer, évidemment. Mais la véritable réconciliation n'aura lieu que quand tout le monde va abandonner ce principe d'ivoirité, disons cette notion d'ivoirité qui est à l'origine de tous les maux de la Côte d'Ivoire. Et quand, disons, tous ces fils, pas seulement les politiciens, parce qu'il faut aussi prendre en compte la société civile, il faut prendre en compte aussi le segment religieux, tous ces gens-là doivent s'asseoir autour d'une table, définir les contours d'un processus de paix durable, évidemment. Un processus de réconciliation durable afin d'aboutir à quelque chose de durable. N'est-ce pas? Encore une fois, je pense que ce n'est pas seulement le problème des politiciens. D'accord, évidemment c'est un projet qui implique toute la classe politique, mais également sociétale, en ce qui concerne évidemment le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je reste avec vous, Monsieur Diouf, soulever un point au début de cette émission. Vous avez parlé évidemment de cette fracture sociale toujours présente en Côte d'Ivoire après l'élection, la crise post-électorale de 2010-2011. Cette réconciliation doit-elle nécessairement passer également par la case justice? Parce que n'oublions pas qu'il y a des familles qui sont toujours endeuillés, qui ont besoin de réponses. Est-ce que la case de justice peut également apaiser les cœurs des parents des disparus? Je pense que la case de justice est un passage obligé. Maintenant, quelle sorte de justice? Parce qu'on a vu par exemple pour le cas de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, des choses pires se sont passées, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'emprisonnement ou c'est tout juste le monsieur il arrive, il reconnaît ses fautes, etc., il s'excuse, on le pardonne. C'est une forme de justice aussi. Donc, parce que les Ivoiriens veulent des coupables aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir au moins un coupable quelque part. Ça peut apaiser, vous l'avez souligné, M. Diouf, mais évidemment le fait d'avoir des gens à la barre, ça peut quelque part apaiser aussi. Oui, mais à la barre, dans une justice, forme de justice traditionnelle, vous êtes reconnu coupable, vous êtes condamné à 20 ans de prison, à la mort, etc. Je pense que ça ne résout pas le problème, parce que ça ne fait que attiser les rancœurs, ça ne fait que réveiller les blessures. Et ça ne fait que ça pourra à terme, disons, susciter des situations de vendetta. Donc, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne formule.
Revenons sur le FPI. Oui, vous voulez rebondir sur un point? Allez-y, M. Sané. Donc, comme M. Diouf venait de le dire, la situation, c'est que c'est vrai qu'on doit passer par la voie de la justice, mais il faut situer les responsabilités. Situer les responsabilités et savoir pardonner. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé au Rwanda, et c'est la voie qu'il devrait entreprendre pour pouvoir vraiment aboutir à une véritable. D'abord, situer les véritables responsabilités, ensuite aller vers le pardon. Oui, c'est le format avec la Gambie. Revenons sur le parti politique du président Laurent Gbagbo, le FPI. Est-ce que le retour de ces exilés, notamment cadres du parti politique, c'est un renforcement de taille pour ce parti politique, en l'occurrence le FPI? À condition qu'ils se réunissent. À condition qu'ils acceptent de se retrouver. Et ils l'ont déjà fait quelque part. Dès qu'ils sont arrivés, il y a eu une rencontre au siège du FPI, ils ont échangé, ils ont mis en place un cahier de route. Oui, le parti s'est fragmenté. Actuellement, il faut que tout le monde travaille autour d'une personne pour la succession, pour la relève. Vous parlez de succession, donc vous pensez que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'ambition politique, non? Non, c'est pour cela que je suis en train de vous dire. Par exemple, si nous prenons le cas de Guillaume Soro, du moins de Blé Goudé, il s'est prononcé carrément, il a la volonté vraiment de pouvoir diriger un jour le pays. Et tant d'autres qui sont là, donc il faut qu'il accepte de travailler autour d'une personne pour retrouver le pouvoir, mais également essayer d'enclencher une synergie d'action pour pouvoir vraiment maîtriser tous les partis, tous les militants. Sinon, d'autres vont quitter pour aller créer d'autres partis. Oui, c'est vrai que le parti... Et nous regardons même avec le parti présidentiel, le RHDH, il y a eu une fragmentation. Aujourd'hui, nous avons quelque part les différents partis qui sont là autour, et parfois ils s'entendent, parfois ils ne s'entendent pas. Et dans les logiques d'élection, parfois, peut-être les élections présidentielles, il faut une forte coalition. Et pour les locales, il faut également une forte... Pour les locales, les législatives et les locales, il faut une forte coalition. Mais pour l'élection présidentielle, alors avec les premiers tours et les deuxièmes tours, il va falloir vraiment... Oui, voilà, il y a des coalitions qui se forment, évidemment, en ce qui concerne le second tour. Je reste avec ce point essentiel que vous avez abordé en parlant d'élections présidentielles. Alors, le FPI a boycotté pendant 10 ans toutes les élections organisées dans le pays. Ils sont revenus cette année lors des législatives. Un retour peu reluisant, on a vu évidemment sur la scène politique ivoirienne. Doit-on s'attendre, M. Diouf, dans les années à venir, à un FPI, on va dire, très fort avec le retour de ces exilés, et notamment de Laurent Gbagbo? Ça dépendra disons, du leader qu'est Laurent Gbagbo. Mais moi, je pense que il faut peut-être un FPI New Look. Il faut tout réformer au FPI? New Look, j'ai dit, c'est pas tout réformer. Il faut rajeunir. Il faut rajeunir, que ça soit chez avec le FPI ou avec le parti de Ouattara ou le parti de, comment il s'appelle encore, Bédié. Je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait à trouver une quatrième voie en dehors de ces trois personnes-là. Parce que ce sont ces trois personnes, ces trois présidents, ces trois hommes politiques qui cristallisent en fait tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara, il allait partir apparemment. Bédié, vu son âge, je pense qu'il est temps que quand même qu'il trouve... 87 ans déjà. Ouais. Voilà, donc Gbagbo, je doute même franchement qu'il veuille encore continuer. Je le vois peut-être un peu derrière, former les gens, les guider, mais se mettre en avant, je ne pense pas qu'il en arrive là. La Côte d'Ivoire a besoin d'un quatrième larron, entre guillemets, je mets larron entre guillemets, pour s'en sortir. Ouais. Allez-y. Oui, c'est ce quatrième larron, peut-être la relève qui a été préparée avec les Soro. Et ces derniers se sont aussi impliqués dans des situation de malversation. Alors donc, je pense qu'il est un peu difficile. Il va falloir travailler, comme il l'a dit, travailler autour d'une refondation pour pouvoir mettre en place de grands partis des différents groupes
politiques qui sont là. Monsieur Diouf parlait de rajeunir la classe politique ivoirienne de manière générale, en ce qui concerne évidemment les futures joutes électorales dans le pays. Parlons de cette opposition ivoirienne. Va-t-elle vraiment participer au processus de réconciliation cher à tous les Ivoiriens? C'est la voie indiquée actuellement parce qu'il va falloir participer à ce processus dans la mesure où le président actuel ne peut plus se représenter, même s'il prétend des arguments juridiques qui pourraient militer en sa faveur dans une nouvelle constitution, mais je ne pense pas qu'au regard de son âge qu'il peut se présenter. Et également, même au sein de son parti, s'il veut se représenter encore, ça poserait problème. Alors, au niveau de l'opposition, comme M. Diouf venait de le dire, nous constatons que presque avec leur âge, Gbagbo et également Bédié, c'est des gens qui ne peuvent plus se présenter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour rajeunir le parti, pour rajeunir les différents partis et préparer la relève. Cette relève qui doit prendre. Et également, des gens qui se sont positionnés sont tapis dans des situations telles que Blé Goudé. Préparer la relève, justement, M. Sène. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour la deuxième partie de votre émission, le débrief. En République démocratique du Congo, les manifestations se sont multipliées au Nord Kivu pour demander justement le départ de la MONUSCO, l'organisation onusienne. Monsieur Diouf, d'entre deux jeux, quel bilan tirez-vous de la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo, évidemment? Bon, je pense que la MONUSCO a fait quand même du bon travail en République démocratique du Congo. Il se trouve simplement qu'une mission de maintien de la paix, elle ne produit pas des résultats tout de suite visibles et palpables tout de suite. C'est un long processus dans beaucoup de domaines, mais je pense que la MONUSCO a fait du bon travail en République démocratique du Congo. Maintenant, quand vous parlez de ces manifestations qui demandent le départ de la MONUSCO, qui se sont intensifiées à Béni, que je connais très bien. Oui, parce qu'on rappelle dans cette émission, vous êtes un ancien membre de la MONUSCO, voilà, la MONUSCO justement. La MONUC d'abord, ensuite la MONUSCO. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est à chaque fois que, disons, il y a des problèmes politiques internes, il y a des problèmes sociaux internes en République démocratique du Congo. Je me rappelle à l'époque, la MONUSCO ensuite était le bouc émissaire idéal. Et pourquoi selon vous? Pourquoi aujourd'hui on tire à boulet rouge sur cette organisation onusienne? Oui, en fait, la situation sécuritaire qui est à Béni, elle est assez complexe. Parce qu'à Béni, vous avez là un secteur, pas très loin de l'Ouganda, où s'est vue une rébellion qu'on appelle les ADF Nalu. Les ADF, c'est une rébellion d'origine ougandaise qui est installée au niveau de cette province orientale, au niveau du Kivu, du Nord Kivu. Donc, cette rébellion, elle s'en prend aux civils. Ça tue, ça pille, ça viole. Et évidemment, les populations, c'est un réflexe tout à fait humain. Oui, ils ne se sentent pas protégés, les Congolais. Ils ne se sentent pas protégés. Mais ce qu'il faut dire de prime abord, c'est que la responsabilité de la protection des civils en République démocratique du Congo reste du domaine des FARDC, des forces de défense et de sécurité congolaises. Revenons justement par rapport à ce point, mon cher Sané. Vous comprenez aujourd'hui la colère de ces Congolais qui demandent le départ de la force onusienne présente en République démocratique du Congo? Oui, quelque part, je comprends un peu la situation dans cette région. Vous savez que le Congo est un pays tellement extrêmement vaste. Et il est devenu à un moment donné la zone de refuge, de repli de tous les mouvements de rébellion des différents pays de la sous-région. Mais aussi, tenant compte de l'histoire du Congo, vous savez que toutes ces régions sont des régions jadis durant la colonisation belge.
Ce sont des régions de plantation. Alors, on a vu l'arrivée d'Ougandais, de Rwandais, de Burundais qui sont venus, qui se sont installés ici dans le cadre de l'exploitation de ces plantations. Au fil des années, donc, ils ne se considèrent plus comme des étrangers, surtout avec leur descendance. Donc, ils ne se considèrent plus comme des étrangers. Alors, la cohabitation avec les populations locales a créé trop de situations. Derrière, également, le Congo fait partie des premiers pays où on a expérimenté les OMP. Déjà dans les années 60, les Nations Unies ont eu à intervenir au niveau du Congo. Alors, depuis de longues années, les Nations Unies n'arrivent plus à maîtriser cette situation. Et peut-être que, quelque part, les populations pensent que les forces des Nations Unies laissent les choses évoluer parce que au regard des forces des Nations Unies, les milices interviennent, tuent, exécutent, violent, alors que les Nations Unies sont là à quelques mètres, à quelques... Donc, quelque part, les populations pensent que les Nations Unies sont un peu complices ou bien ne font pas leur travail. Parce qu'eux, ils se sentent lésés, hein, ils se sentent en tout cas abandonnés. C'est le message, en tout cas. Les forces nationales de la République congolaise ne peuvent plus vraiment évoluer dans cette situation parce que c'est le domaine des mouvements rebelles. La MONUSCO, doit-elle partir, M. Diouf ? Oui, la MONUSCO elle est appelée à partir. Elle ne va pas rester ad vitam aeternam en République démocratique du Congo. 21 ans déjà. 21 ans, des choses ont été faites. Beaucoup de choses restent à faire, évidemment. Mais la MONUSCO ne peut pas se retirer tant que, disons, le degré de stabilisation de l'Est du pays, du nord et de la province orientale et du nord Katanga, n'est pas réglé. Sinon, ce serait un retour à la case départ. Parce que c'est une zone où les rebelles ont tendance évidemment à entrer facilement dans le pays. Non, ils sont dans le pays. Ils sont dans le pays, dans ces zones-là. Au nord Katanga, vous avez des Maïmaï, les Maïmaï qui ont une idée. Vous vous rappelez de la sécession du Katanga à l'époque. C'était dans les années 60, je pense. Vous avez un mouvement qui est là-bas qui prône l'indépendance de la province du Katanga. On les appelle, leur chef c'est un certain Gédéon Kuyungu. Vous partez à Beni, vous avez les ADF Nalou. D'aucuns disent qu'ils ont des acquaintances avec les djihadistes islamiques, Al-Qaïda, etc., mais ce n'est pas prouvé. La réalité, c'est qu'ils sont instrumentalisés par de petits chefs locaux, certains éléments des forces de défense et de sécurité du Congo, et ainsi de suite. Mais vous partez au nord Kivu aussi, vous avez, disons au sud, que vous avez le même problème au niveau des plateaux de Uvira, à la frontière avec le Burundi. Vous avez là-bas un mouvement rebelle burundais qui s'est établi là-bas. Par rapport à ça, M. Diouf, quelle est la responsabilité de la MONUSCO face aux nombreuses attaques dans cette région précisément ? Il y a une part de responsabilité quelque part aussi de la mission onusienne. Vous étiez membre de cette organisation. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité aujourd'hui ? Il faut faire la part des choses. Vous avez la MONUSCO en tant que force de maintien de la paix. Maintenant, à un certain moment donné, la MONUSCO ne peut opérer sous le chapitre 6. Il faut que le Conseil de sécurité donne son aval. Mais ils sont au chapitre 7 aujourd'hui, oui, M. Diouf. J'allais en venir. D'accord. Ils sont sous chapitre 7 et on a créé ce qu'ils appellent là-bas le FIB, une force d'intervention, brigade d'intervention, qui a un mandat complètement différent de celui de la MONUSCO et qui a quand même produit beaucoup de résultats. Mais comme il l'a dit, le Congo c'est un pays hyper vaste. Avec des frontières extrêmement poreuses, vous voyez, avec des voisins qui ont des problèmes. Le Burundi a des rebelles qui sont établis en RDC, le Rwanda en a, l'Ouganda en a, vous voyez. Donc la solution, je pense, elle ne peut pas être que militaire.
Il faut dialoguer aussi. Il faut dialoguer. Et je pense que le nouveau président Tshisekedi, il est dans cette dynamique-là. Il a déjà peut-être des rapports beaucoup plus huilés avec le Rwanda, l'Ouganda aussi. Mais il faudrait... Mais le problème maintenant, vous voyez, le Burundi a des problèmes avec le Rwanda. Le Rwanda a des problèmes avec l'Ouganda. Le Burundi aussi a des problèmes avec l'Ouganda. Ça devient une situation... Chacun de ces pays-là a un groupe rebelle au Congo pour déstabiliser l'autre. Donc voilà, c'est parce que, comme vous l'avez souligné, le problème il est interne, hein, et lorsqu'il est interne, c'est un peu difficile de pouvoir centrer les solutions pour contrer ces groupes rebelles. On revient quand même à ces manifestations qui sont assez symboliques, hein, il faut le dire. Manifestations des populations congolaises au Nord Kivu qui demandent le départ de la mission onusienne. Est-ce que quelque part, cette colère, ces manifestations, c'est aussi, on va dire, un aveu d'échec de la MONUSCO au Congo? Non, pas des Nations Unies, mais particulièrement des pays de la sous-région, parce que chaque pays devrait gérer sa politique et également ses ressortissants. Oui, mais la MONUSCO, elle est en République démocratique du Congo pour apporter son soutien militaire également. Elle joue le rôle d'interposition. D'accord, mais revenons sur ce rôle. Elle intervient militairement au cas où il y a des dérapages. C'est là où on va utiliser le chapitre 7. Mais on n'intervient pas, on n'utilise pas comme ça le chapitre 7. Ils sont dans le cadre du chapitre 6. Maintenant, au cas où il y a des dérapages et des violations, on choque, des pratiques qui font choc aux droits humains, à la morale, alors ils interviennent. Je pense qu'ils sont déjà au chapitre 7, M. Diouf. Ils sont dans ce processus-là d'intervention, la MONUSCO, non? Oui, mais même si la MONUSCO est au chapitre 7, la MONUSCO, disons, une mission de maintien de la paix n'a pas vocation à faire la guerre à la place du pays qui l'accueille. L'incompréhension aujourd'hui des Congolais se trouve à ce niveau? Je pense que l'incompréhension se trouve à ce niveau-là. Et tous les points de fixation en matière de sécurité que j'ai énumérés tantôt, ils existaient avant l'arrivée de la MONUSCO. C'est ça, le problème des Grands Lacs, c'est un peu ça. C'est une véritable poudrière en fait. Et celui qui en fait le plus les frais, c'est évidemment la République démocratique du Congo depuis que Mobutu est parti. Vous voyez? Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC comme on les appelle, ne sont pas outillés pour faire leur travail en fait. Et du coup, quelle alternative à la mission de l'ONU en République démocratique du Congo? Si jamais, vous l'avez souligné, hein, la MONUSCO n'est pas dans ce pays pour s'installer définitivement, ils finiront par partir, en tout cas ces casques bleus. Mais quelle alternative si jamais aujourd'hui ces casques bleus décident de déménager? L'alternative, c'est la gouvernance politique. Il faut qu'au niveau de chaque État, qu'ils revoient leur gouvernance politique pour pouvoir intégrer, prendre en charge toutes les doléances des populations. Là, on arriverait vraiment à la suppression, sinon à la disparition de tous ces mouvements. Mais tant qu'il n'y a pas une véritable gouvernance politique, il y aura des gens qui vont prendre des armes pour revendiquer l'amélioration de leur situation politique. Prendre en compte les revendications. On va y revenir. Je vais vous laisser rebondir sur, évidemment, l'intervention de notre ami Sané. Mais M. Diouf, j'emboîte le pas à Sané quand il parlait tout à l'heure des revendications des populations qui doivent être prises en compte par le président, en l'occurrence le président congolais Félix Tshisekedi. Alors, lorsqu'il était simple candidat au fauteuil présidentiel, le président actuel du Congo, Félix Tshisekedi, disait, je cite, « Si je suis élu, j'installerai l'état-major de l'armée dans l'Est. » Pourquoi aujourd'hui cet état-major n'est pas toujours installé? M. Sané a parlé de gouvernance politique au niveau de la sous-région. C'est une des alternatives. Mais il y a une alternative dans la tradition des Nations Unies. Quand une mission de maintien de la paix quitte, les missions de maintien de la paix dépendent d'abord du département des opérations de maintien de la paix, DPKO.
dans cette situation, il est arrivé que le Conseil de sécurité crée une autre mission, civile celle-là, d'appui aux institutions. Ça sous-entend une formation C'est juste une mission qui dépend maintenant du département des affaires politiques, qui envoie des gens pour appuyer tout ce qui est renforcement de capacité, si on peut dire. Vous voyez? Donc ça, c'est une alternative. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on en arrive là. La deuxième alternative, il l'a dit, gouvernance politique au niveau des pays voisins. Ça, c'est de la diplomatie. Il faut que, et je pense que le président Tshisekedi est dans cette dynamique-là, parce qu'il a même appelé les États dont j'ai cité les noms, le Burundi, le Rwanda et les États voisins, d'amener leur armée dans cette partie de son pays, et en collaboration avec les FARDC, qu'ils essaient ensemble de traquer ces rebelles-là. Mais ça, c'est une situation aussi assez risquée. Je ne pense pas personnellement que ça soit la situation, parce que ça va créer d'autres problèmes. Maintenant, par rapport aux revendications des populations pour que la MONUSCO parte, vous savez, il y a peut-être un premier aspect assez trivial, mais les populations, en général, ils perçoivent les missions de maintien de la paix comme le Sénégalais lambda percevrait en coopérant ici. C'est quelqu'un disons, de bien, qui est bien dans sa peau, et qui travaille sur leur misère, parce que c'est un peu ça la réalité. Vous voyez, je suis congolais, il y a quelqu'un qui arrive, qui roule en 4x4 et qui prétendument a beaucoup d'argent. C'est facile. Il ne fait rien pour moi. Voilà, parce que oui, évidemment, ils sont dans cette logique-là. Oui, ensuite, il y a un autre aspect du problème aussi qu'il faut prendre en compte. Les mouvements rebelles dont on parle dans toutes ces parties du pays-là qui sont instables, quand vous allez au niveau central, chaque homme politique, chaque grand homme politique a son mouvement rebelle. Et c'est vrai, milice. Et c'est là le problème, parce qu'ils sont fidèles justement à ces hommes politiques congolaises. Et là, ça crée encore une autre situation assez compliquée pour le président Tshisekedi. On revient au président Tshisekedi. Il déclarait lors d'une allocution, évidemment, après les manifestations dans le nord de la République démocratique du Congo, le chef de l'État appelle les jeunes de Béni qui manifestent depuis plus de 3 semaines contre la présence de la force onusienne dans cette partie du pays, à ne pas se laisser manipuler par les politiques. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui, Monsieur Sané, l'intérêt pour les politiques de manipuler ces jeunes dans cette affaire? Il y va de leur survie politique. Il y va de leur survie politique, comme M. Diouf venait de le dire. Donc, ces responsables politiques, chacun entretient une milice. Parce que vous êtes dans une région d'insécurité totale. Alors, la survie de chaque groupe ethnique, de chaque peuple, dépend des moyens que détient sa milice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il ne compte que sur ces cadres pour pouvoir vraiment alimenter ces milices. Et vous savez aussi, c'est une région qui est aussi tapie dans les différents trafics. Donc non seulement ces milices sont dans le trafic, mais également elles sont là pour défendre leur ethnie, leur groupe ethnique. Vous savez qu'ici, il y a des Banyamulenge, des Rwandais installés ici, des Ougandais installés ici, des autochtones qui sont installés ici. Et également, la cohabitation entre ces différents peuples n'est pas tellement où il est. De telle sorte que chaque ethnie doit entretenir une milice. Et chaque groupe politique également doit avoir une milice. Et sans compter les milices étrangères qui sont installées ici. On parlait tout à l'heure, M. Diouf, des alternatives au cas où la force onusienne partirait évidemment de la République démocratique du Congo. Certains observateurs congolais s'accordent à dire que l'une des alternatives, c'est aussi la formation de l'armée militaire congolaise. Mais est-ce que la République démocratique aujourd'hui du Congo a les moyens de former son armée?
Oui, justement, on en revient à ce que je disais tantôt. C'est une mission civile d'appui aux institutions, à mon avis, se baserait dans un premier temps sur la réforme du secteur sécuritaire. Quand je parle de réforme du secteur sécuritaire, ça englobe la police et l'armée, disons les forces de défense et de sécurité en général. Ce serait la priorité. Parce que le talon d'Achille de ce pays-là, c'est aussi son armée. Les gens oublient qu'il y a des soldats de métier dans cette armée qui ont été formés depuis Mobutu, etc. Par contre, il y a d'autres qui ont rejoint l'armée et qui sont venus des mouvements rebelles, donc qui n'ont aucune culture militaire. Donc, travailler sur le secteur de la sécurité, la réforme du secteur de la sécurité et le travail de démobilisation et de réinsertion, on appelle ça DDR, ce serait, je pense, la priorité pour une mission civile en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, oui, allez-y. Oui, à part ça, maintenant, la deuxième alternative, comme vous dites, comme Sané le disait tantôt, c'est la diplomatie régionale. Et cette diplomatie régionale, avec tous les pays concernés, Burundi, Rwanda, Ouganda, etc., il faudrait peut-être aussi ajouter quand même les grandes puissances du Conseil de sécurité. Parce que de tout temps, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont intéressés à ce qui se passe au Congo. Et je pense que si ces pays-là étaient sollicités, ils mettraient certainement leur grain de sel au niveau de ce problème. Sur le plan sécuritaire, c'est comme on a tendance à le voir un peu sur le continent, c'est parfois évidemment la guerre d'intérêt qui dicte si évidemment ces puissances doivent intervenir ou non. On voit ce qui se passe en Centrafrique avec la Russie en l'occurrence. On va revenir sur ces groupes rebelles. Monsieur Sané, pourquoi et comment aujourd'hui la République démocratique du Congo a du mal à contrôler ces groupes rebelles, toujours installés dans le pays? Oui, c'est depuis le départ du président Mobutu du pouvoir, et l'armée également, parce que l'armée a été marquée à l'époque par une bureaucratie, un clientélisme politique très avancé. Non, mais certains continuent à dire évidemment que cette armée congolaise est infiltrée, qu'il y aurait des rebelles au sein de cette armée, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui ces groupes rebelles, on va dire, arrivent facilement à passer entre les mailles de filet de l'armée congolaise. Le pays est tellement vaste, il n'arrive plus à contrôler les étrangers, des gens qui ont pris la nationalité, qui sont des étrangers, et qui ont infiltré le pays, et ainsi de suite, à telle enseigne que depuis que Mobutu a chuté, il n'y avait pas un pouvoir fort, parce que c'est un mouvement rebelle qui a quitté quelque part, qui a marché pour atteindre la capitale, et qui n'arrivait plus à contrôler les régions périphériques, les différents états-majors, les différents camps militaires états-majors dans les régions. À telle enseigne que certains se sont sentis un peu menacés, alors ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes pour se replier. Pourquoi pas faire comme l'a fait Kabila? Et la situation est ainsi. Sans compter la présence des mouvements des différents pays voisins qui se sont installés dans le pays pour déstabiliser leur pays. Et M. Diouf venait de le dire. Le Rwanda a un mouvement qui est là pour déstabiliser le Burundi ou le Burundi a un mouvement qui est là pour déstabiliser le Rwanda ou la RDC même, et ainsi de suite. Parce que la sous-région, la géopolitique est marquée par l'instabilité à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la voie de Tshisekedi est une voie aussi à entrevoir. C'est celle du dialogue. Celle du dialogue, mais également celle de la mise en place d'une force qui pourrait vraiment intégrer les différentes forces des différents pays pour combattre les... Va-t-il y arriver quand on sait qu'aujourd'hui ils sont hostiles, les pays voisins? La mise en place d'une telle force demanderait la détention de moyens financiers, matériels suffisants. Et qui va financer cela? Ce sont les nations, les puissances occidentales. Et ces puissances occidentales, parfois aussi, l'instabilité arrangerait. Vous savez que le Congo est l'un des pays où on a la matière qui entre à 80% dans la fabrication du téléphone. Le coltan. Mais pour cela, mais malgré cela, on ne sent pas
Ça, c'est une des matières, sans compter tant d'autres ressources. D'accord, comme on dit, pays riche mais peuple pauvre, en ce qui concerne évidemment la République démocratique du Congo et certains pays africains sur le continent. Monsieur Diouf, est-ce que, au vu de ce que Monsieur Sané vient de dire, on parle évidemment de cette guerre entre États, hein, le Burundi qui a un groupe rebelle pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Parlons de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce pays a les moyens aujourd'hui pour, on va dire, endiguer un petit peu la propagation de ces groupes rebelles? C'est-à-dire, je sais que c'est un peu compliqué pour le pays, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans le Congo, dans 2 ans, dans 3 ans, sortir de là et se laver les mains en disant on est arrivé au bout de l'objectif? Disons qu'ils y travaillent, ils sont obligés d'y travailler parce que il y va de la survie de la RDC. Mais ça ne va pas être facile. 2 ans, 3 ans, non, je ne pense pas que ça puisse se régler en 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et l'un des éléments dont on ne parle pas le plus souvent et qui constitue, disons, le substrat de toute cette instabilité, c'est la richesse du Congo. Le Rwanda est un pays exportateur de coltan. Le premier pays exportateur justement de cette matière première. Et il n'en produit pas. Vous voyez, vous avez des réserves pétrolières au niveau, je pense, du lac Albert ou du lac, oui, je pense, à la frontière avec l'Ouganda. Alors tout ça, ça attise des convoitises. À part le coltan, vous avez l'or, vous avez dans le nord du diamant au nord Katanga, et même dans le Kivu, il y en a. Donc le Congo est un peu victime et de sa superficie et de ses richesses. Le Congo victime de ses richesses. Nous nous arrêtons là, messieurs, pour cette émission. C'est la fin du débrief. Merci à monsieur Mamadou Diouf. Vous êtes consultant pour le bureau de crise du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ancien membre de la MONUSCO, la force onusienne présente en République démocratique du Congo. Nous remercions également monsieur Famara Sané, docteur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et c'est la fin du débrief. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.